Union africaine, le grand corps malade. Enquête sur une institution qui peine à guérir les maux du continent. L'Union africaine a été créée en 2002 en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Elle compte aujourd'hui 55 États membres et poursuit plusieurs objectifs ambitieux, parmi lesquels l'intégration économique du continent, la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi que la réalisation de l'unité panafricaine. L'UA est ainsi censée incarner la vision panafricaine des États-Unis d'Afrique, telle que rêvée par des penseurs comme Cheikh Anta Diop ou Kwame Nkrumah. Cependant, force est de constater qu'elle s'est progressivement réduite à une simple instance de rencontre pour des chefs d'État, souvent incapables de gérer efficacement les crises qui secouent le continent. Dès lors, son ambition affichée à travers l'agenda 2063 pourrait bien se heurter à la dure réalité du terrain. Il est vrai que l'Afrique dispose d'atouts considérables. Elle possède un très grand marché de plus de 2 milliards de consommateurs, sans compter des ressources naturelles immenses, théoriquement suffisantes pour assurer son développement. Pourtant, un problème majeur d'organisation persiste au sein de ce marché intérieur, parce que les décisions prises par l'Union africaine tardent à être appliquées concrètement par les États membres. Prenons l'exemple de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Présentée comme un projet phare, elle représente potentiellement le plus grand marché unique au monde en nombre de pays participants. Malheureusement, la ZLECAf subit de nombreux blocages qui freinent considérablement son avancée. En effet, le commerce intra-africain, malgré ce cadre prometteur, montre ses limites. D'un côté, plusieurs États manifestent des réticences à abaisser leurs barrières douanières de peur de perdre une source importante de revenus. De l'autre, on observe une lenteur préoccupante dans les processus de ratification des accords. À cela s'ajoutent des problèmes criants d'infrastructures de transport. Des routes dégradées rendent le transport de marchandises excessivement cher dans certaines zones, ce qui complique davantage la libre circulation des personnes et des biens. Au-delà des questions d'échange, le continent souffre d'un problème structurel d'industrialisation et d'une forte dépendance vis-à-vis de l'exportation de ces matières premières. Concrètement, les pays africains exportent leurs ressources de manière dispersée sans former un bloc uni qui pèserait sur les marchés mondiaux. Il serait pourtant plus logique et plus profitable de coordonner les stratégies d'industrialisation à l'échelle continentale. Par ailleurs, les pays africains ne commercent pas suffisamment entre voisins pour développer des chaînes de valeur régionales solides. La conséquence est directe. Le commerce intra-africain stagne autour de 15% du total de leurs échanges, contre environ 58% en Europe. Un exemple frappant est celui du coton, produit en Afrique de l'Ouest, qui est massivement exporté vers l'Asie pour y être transformé avant de revenir sur le continent sous forme de vêtements finis, faute d'industrie locale de transformation. Il faut toutefois noter des signes encourageants, comme la décision du Bénin d'arrêter progressivement l'exportation de son coton brut pour favoriser sa transformation sur place. Un autre obstacle majeur à l'intégration économique est l'absence d'une monnaie unique. La multiplicité des devises sur le continent complique et renchérit les échanges commerciaux. Cette fragmentation monétaire s'accompagne d'une mauvaise coordination des politiques économiques. En réalité, les politiques fiscales et budgétaires restent très diversifiées d'un pays à l'autre. Cette situation conduit certains observateurs à plaider pour une évolution vers une forme d'État fédéral, seul à même, selon eux, d'instaurer une gouvernance économique continentale cohérente et efficace. Parallèlement à ces défis économiques, l'Union africaine est confrontée à de graves problèmes sécuritaires qui gangrènent le continent. Face à des menaces multiformes, l'UA semble souvent traîner et se montre très dépendante des puissances étrangères, tant sur le plan financier que logistique. Son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États
bien que fondateur, s'avère inefficace et même contre-productif lorsque des massacres sont perpétrés, ce qui nécessiterait une intervention rapide de l'Union. La situation au Soudan est, à cet égard, tragiquement éloquente. Les forces de soutien rapide, dirigées par le général Hemeti, ont commis des massacres contre des civils à El Fasher, sans réaction efficace de l'Union africaine. De plus, les opérations de maintien de la paix, souvent inefficaces, dépendent lourdement du financement et des bons vouloirs de l'ONU. Enfin, l'UA se montre impuissante face aux coups d'État constitutionnels par lesquels les chefs d'État modifient leur constitution uniquement pour se maintenir au pouvoir, déclenchant parfois des coups d'État militaires en réaction. Un autre défi, moins souvent évoqué, mais tout aussi crucial, est celui de la barrière linguistique. L'héritage colonial a légué au continent des blocs linguistiques artificiels et cloisonnés, séparant les pays en catégories francophones, anglophones, lusophones. Cette situation freine considérablement la communication et entrave la construction d'un sentiment d'appartenance à une nation africaine commune. Le constat est clair. Il n'y a pas assez de contacts et d'échanges entre les communautés francophones et anglophones. Résultat, les pays francophones coopèrent surtout entre eux et de même pour les anglophones. Par exemple, lors d'une rencontre officielle entre le Sénégal et le Ghana, les échanges en français et en anglais doivent passer par la traduction, ce qui alourdit les discussions et leur fait perdre en efficacité et en spontanéité. Mais le paradoxe est encore plus profond. Dans les instances de décision de l'Union africaine, ce sont les langues européennes comme l'anglais ou le français qui dominent, tandis que les langues locales sont reléguées au second plan. Cette situation révèle que l'institution, malgré son discours, n'est pas vraiment celle des peuples, mais plutôt celle d'une élite bourgeoise ou intellectuelle déconnectée. L'agenda 2063 lui-même est promu dans la langue du colonisateur. Quant à la libre circulation des personnes, elle se heurte aussi à cet obstacle linguistique. Un citoyen sénégalais se rendant au Nigeria éprouvera les plus grandes difficultés à communiquer avec la population. Il est tout aussi rare de voir un intellectuel sénégalais lire les travaux de ses pairs éthiopiens ou kenyans, et inversement, faute d'une langue commune de partage. Face à ce constat, une solution s'impose, l'adoption d'une langue locale africaine comme langue commune, parlée partout sur le continent et dans ses institutions. L'utilisation d'une langue africaine permettrait de lever cette barrière et de donner à l'Union africaine une véritable légitimité populaire. Le savant Cheikh Anta Diop avait d'ailleurs proposé en son temps de prendre le Swahili comme langue commune pour les Africains. C'est une langue bantoue de l'Afrique de l'Est, le Swahili, qui a le plus de chances de devenir demain pour l'Afrique noire unifiée une langue de gouvernement et de culture, affirme-t-il. En définitive, l'Union africaine, malgré ses projets ambitieux et ses discours mobilisateurs, apparaît souvent comme une géante aux pieds d'argile. Ses actions sont constamment minées par des dépendances économiques héritées de l'histoire, par des barrières linguistiques persistantes et par une impuissance militaire chronique face aux crises. Dès lors, une question fondamentale se pose. Le problème est-il d'abord institutionnel, c'est-à-dire lié aux structures et aux règles de l'Union elle-même, ou provient-il plutôt du fait que les dirigeants africains, consciemment ou non, préfèrent maintenir une union faible qui ne menace pas leur pouvoir national et leur permet de préserver leurs prérogatives? C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle investigation sur Korat Kama TV, la chaîne panafricaine.